Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour les titres, bilan annuel de Reporters sans frontières, 110 journalistes tués en 2015, un chiffre alarmant qui interpelle la responsabilité des États. Affaire élèves-maîtres, les parlementaires adoptent le projet de résolution et écartent toute contradiction avec l'arrêt de la Cour suprême. Le reportage du jour porte sur l'ancienne maison du président poète Léopold Sédar Senghor. Nos reporters sont allés à la rencontre de ce musée plein de souvenirs. L'actualité internationale et sportive sera aussi au rendez-vous dans cette édition. Dans un instant, le développement. Et nous démarrons cette actualité en bref. Une évasion a eu lieu ce matin à la maison d'arrêt correctionnelle de Rebeuss de Dakar. 5 détenus ont essayé de forcer le passage, mais 3 ont été maîtrisés par les gardes pénitentiaires. 2 ont réussi à franchir le portail de la prison pour se fondre dans la nature. Une chasse à l'homme a été organisée et l'un des détenus en cavale, un Malien, a finalement été retrouvé et reconduit en prison vers 15 h. Le 5e, un nommé Tiala, lui court toujours. Il est activement recherché par les forces de l'ordre. Affaire des 690 élèves-maîtres, 166 députés ont adopté le projet de la résolution du gouvernement dans la lutte contre la fraude. Ces parlementaires comptent suivre de près le dossier opposant les élèves-maîtres au ministre Serigne Mbaye Thiam, Amadou Sabarba, Paulette Mendy Préra. L'exécutif et le judiciaire, le législatif tranche en faveur du premier. Malgré la vive polémique sur l'affaire des 690 élèves-maîtres, la résolution est passée sans difficulté. Selon ces députés, celle-ci est une volonté d'appuyer l'État dans sa lutte contre les fraudes dans les examens et concours. La Cour suprême a émis un arrêt et nous respectons cet arrêt. Mais par contre également, nous avons le devoir, nous nous sommes imposés le devoir de dire à tout qui voulait l'entendre que nous soutenons en fait le ministre dans son combat. Mais ces parlementaires précisent que l'Assemblée nationale n'a pas condamné la décision de la Cour suprême. L'Assemblée nationale n'a pas pris une résolution non plus pour se rebeller contre l'arrêt de la Cour suprême, encore moins essayer justement de remettre en cause cette décision de justice, ou alors s'immiscer dans les affaires de la justice. L'Assemblée nationale a pris une résolution qui a pour élan la prospective, l'avenir, le futur. Cependant, certains députés n'ont pas voté cette résolution. Maître El Hadji Diouf a dénoncé ce qu'il appelle de duplicité parlementaire. Pour lui, le Sénégal est considéré comme un état de droit et la séparation des pouvoirs doit être respectée. L'avocat a même demandé la démission du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, désavoué par la Cour suprême, dit-il. Plus de 110 journalistes ont été tués en 2015 selon le bilan annuel de Reporters sans frontières, au moins 67 dans l'exercice ou en raison de leurs fonctions. L'organisation déplore le manque de protection des journalistes et invite les pays à une réaction urgente. Un récit de Daouda Sow. Les journalistes sont morts ou décédés de façon suspecte en raison de leur métier. C'est ce que révèle le bilan 2015 de Reporters sans frontières. Pour 67 d'entre eux, l'organisation a affirmé de façon formelle qu'ils ont été tués en raison de leur profession ou dans l'exercice de leur mission. Les cas restants des 110 font encore l'objet de suspicions, ce qui alourdit à 787 le nombre de journalistes morts depuis 2005. La France figure au 3e rang des pays les plus meurtriers. Pour les journalistes en 2015, elle vient après la Syrie et l'Irak. L'attaque perpétrée en janvier contre Charlie Hebdo participe à l'inversion de la tendance de 2014, où 2 tiers des reporters tués dans le monde l'avaient été en zone de conflit. Cette année, au contraire, 2 tiers des journalistes tués l'ont été en temps de paix. Selon le secrétaire général de Reporters sans frontières, les 110 reporters tués cette année doivent générer des réactions à hauteur de l'urgence. Il propose la nomination d'un représentant spécial pour la protection des journalistes auprès du secrétaire général des Nations Unies. Pour Christophe Deloire, aujourd'hui, des groupes non étatiques perpètrent des exactions ciblées contre les journalistes, tandis que de nombreux États ne respectent pas leurs obligations. Dans son rapport annuel sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité le 6 août 2015,
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'alarmait de cette situation des journalistes dans le monde. Le 15 décembre 2015, Reporters sans frontières a publié, en partenariat avec l'UNESCO, une édition revue et corrigée du guide pratique de sécurité pour les journalistes. C'est pour répondre à la persistance et la diversité des risques encourus par les journalistes. Reporters sans frontières, dans son bilan annuel des exactions contre les journalistes, s'appuie sur des données précises collectées grâce à l'activité de veille de l'organisation. En bref, par décret 2015-1970, en date du 21 décembre 2015, Djibo Leyti Ka a été nommé président de la Commission nationale du dialogue des territoires. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal est chargé d'assister le président de la République dans la définition de mécanismes de coopération territoriale, d'accompagner le gouvernement dans la promotion des groupements d'intérêt communautaire et d'aider les collectivités locales à la mise en place du groupement d'intérêt communal et d'établissements publics territoriaux. Cet organe aura également pour mission, dans le cadre de la phase 2 de l'acte 3, de faciliter la constitution des groupements territoriaux ou pôles territoires et les relations gouvernement-collectivités locales d'une part et d'autre part entre collectivités locales afin d'améliorer la concertation entre les différents acteurs territoriaux. Très bonne nouvelle pour les malades, les anticancéreux sont accessibles au Sénégal avec des tarifs préférentiels et 9 produits sont concernés par la réduction du coût. L'annonce a été faite par la Pharmacie nationale d'approvisionnement à l'occasion du lancement officiel de l'introduction des anticancéreux dans le circuit officiel. C'est avec nos confrères d'APA TV. Les anticancéreux jugés vitaux pour les malades seront désormais accessibles au Sénégal avec des réductions de 50 à 60% selon le médicament. C'est ce que vient d'annoncer la Pharmacie nationale d'approvisionnement à l'occasion du lancement officiel de l'introduction des anticancéreux dans le circuit de distribution de l'institution. Aujourd'hui, c'est un grand moment parce que tout le monde sait que la première complainte des patients, c'était le coût exorbitant des médicaments. Nous avons, la Pharmacie nationale d'approvisionnement a pu lancer un appel d'offres et à partir de cet appel d'offres-là, a pu acquérir des médicaments de qualité, génériques, de qualité et à moindre coût. En 2012, on comptait dans le monde quelques 14 millions de nouveaux cas de cancer pour 8,2 millions de décès. En 2015, au Sénégal, plus de 2000 cas de cancer suivis, dont 75% de ces patients sont à un stade avancé de leur maladie, ont été diagnostiqués par le service de cancérologie de Dakar. Aujourd'hui, un protocole d'accord a été signé pour un système de dépôt-vente avec 4 grands hôpitaux de la capitale sénégalaise. C'est une étape importante que nous devons célébrer parce qu'il faut à chaque fois pour cette maladie qui est une frayeur pour beaucoup de personnes, que cette maladie puisse permettre aux gens d'avoir de l'espoir. Espoir, voilà le mot que les malades veulent bien vivre en réalité, tant le traitement du cancer est onéreux. 9 produits sont concernés par la réduction du coût. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour nous de voir que les produits anticancéreux seront dans les hôpitaux et à moindre coût. Mais le combat ne s'arrête pas là. Nous espérons que c'est un petit pas vers un grand pas, à savoir la gratuité totale et la prise en charge totale de tout le traitement du cancer. Les autorités envisagent à moyen terme d'étendre la vulgarisation des médicaments anticancéreux à d'autres hôpitaux. Il est aussi prévu au Sénégal la construction d'un institut national de référence pour la prévention et le traitement du cancer. Parlons de Mamadou Saliou Diallo, un artiste innovateur. Il est lauréat du prix du chef de l'État pour les innovations technologiques. Sa création, un lave-mains artisanal. Fatou Cissé et Léa Niafouna sont allés à la rencontre de l'univers artistique.
Nous reviendrons plus amplement sur cet élément. Et place à présent à l'actualité hors de nos frontières. La Guinée n'apparaît plus sur la liste des pays touchés par l'épidémie à virus Ebola. Au Burkina Faso, le président Marc Christian Kaboré a été investi officiellement. Boko Haram a encore frappé au Nigeria ce mardi 29 décembre 2015. En Belgique, 2 personnes ont été arrêtées. Elles sont suspectées de fomenter des attentats prévus pour les fêtes de fin d'année. Le tour d'horizon avec Kodosen. Le retrait officiel du pays de la liste des zones touchées par la maladie à virus Ebola. En effet, une période de 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation, s'est écoulée depuis que la dernière personne infectée, un nourrisson né avec le virus, a été testée négative pour la seconde fois. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours, a fait savoir l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a souligné que le risque persiste au-delà de ces 42 jours en raison de la subsistance du virus dans certains liquides corporels, en particulier le sperme, où il peut survivre jusqu'à 9 mois. Au total, la Guinée aura enregistré 2536 décès pour 3804 cas. Fini la transition au Burkina Faso. Le président élu au premier tour de l'élection présidentielle du 29 novembre, Marc Christian Kaboré, sera investi ce mardi 29 décembre. Plusieurs personnalités sont attendues à la cérémonie d'investiture. Rappelons que le président de la transition, Michel Kafando, a fait ses adieux au peuple burkinabé lundi soir dans un discours transmis sur les ondes de la radio-télévision nationale. Le désormais ex-président de la transition a ainsi rendu le tablier après 13 mois de transition. Au Nigeria, les djihadistes de Boko Haram ont tué au moins 50 personnes dans le nord-est du pays. Cela fait suite à des attaques perpétrées ces dernières 48 heures. Le groupe islamiste continue ainsi à défier le président Muhammadu Buhari à quelques jours du délai qu'il s'est fixé pour venir à bout de l'insurrection. Pour rappel, lundi, 2 attentats suicides ont frappé le marché de Madagali. Dimanche, les combattants ont semé la terreur dans les faubourgs de Maïdougouri avec l'attaque de la ville de Djidaropolo, ville clé de l'état du nord-est de Borno. Bruxelles est sous menace terroriste. La police belge a interpellé 2 personnes suspectées de préparer des attaques visant des lieux emblématiques de Bruxelles prévus durant les fêtes de la fin d'année. Pour l'heure, les autorités belges n'ont donné aucune information sur l'identité, l'âge ou l'endroit précis de l'interpellation des 2 suspects. Ces derniers ont été placés sous mandat d'arrêt à la suite de perquisitions menées dimanche et lundi dans la capitale et autres endroits du pays. La police belge a indiqué avoir découvert sur les lieux du matériel informatique, des tenues militaires et de la propagande de l'État islamique, mais qu'en revanche, aucune arme ni explosif n'ont été retrouvés. Bruxelles a renforcé son dispositif de sécurité antiterroriste depuis les attentats de Paris du 13 novembre dernier, dont plusieurs auteurs venaient du pays. La Belgique est depuis cette date placée en état d'alerte 3, soit un cran au-dessus du niveau maximal. En sport, pour le basketball, les Lions et leur staff ont été décorés et récompensés par le chef de l'État Macky Sall ce lundi. En football, Baldé Diao Keita, joueur sénégalais de la Lazio Rome, est convoité par l'AS Monaco en Riven. Le président Macky Sall a élevé lundi les Lions champions d'Afrique de basketball au rang d'officier de l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction sénégalaise. Le chef de l'État a remis l'insigne aux Lions, à leur encadrement technique et à leur équipe médicale lors d'une cérémonie au Palais de la République en présence de plusieurs personnalités. Le directeur technique national du basketball, Maguette Diop, a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national. Les Lions ont remporté le championnat d'Afrique féminin de basketball aux dépens des Lions indomptables du Cameroun à domicile par 81 à 66 en finale de la 22e édition qui a eu lieu du 27 septembre au 3 octobre 2015 à Yaoundé.
Cette victoire finale qualifie d'office les Lions du Sénégal au tournoi de basketball des Jeux Olympiques 2016 à Rio, au Brésil. Le 3 octobre à Yaoundé, le Sénégal jouait sa 17e finale à l'Afrobasket féminin, un championnat qu'il remportait pour la 11e fois. L'AS Monaco, dauphin du PSG en Ligue 1, tenterait de faire venir l'attaquant sénégalais de la Lazio de Rome, Baldé Diao Keita, en vue de se renforcer pour la deuxième moitié de saison. Le jeune joueur de 20 ans a marqué un seul but en 12 apparitions cette saison en Serie A et manque de temps de jeu. Un argument qui pourrait le faire pousser à changer d'air, mais comme l'a annoncé la Gazzetta dello Sport, le club italien semble tenir à son jeune prodige et a fixé ses conditions. Pas moins de 20 millions d'euros devront être déboursés par le club de la Principauté pour acquérir le jeune Sénégalais. Notre découverte d'aujourd'hui nous conduit aux Dents de la Mer, cette ancienne maison du président Léopold Sédar Senghor, devenue musée le 30 novembre 2014 lors du 15e sommet de la francophonie. Un lieu plein d'enseignements que nous font visiter Papa Cheikh Ndiaye Diouf et Sanoussi Sané. Cette maison qui était si chère au président Léopold Sédar Senghor, une maison qu'il appelait affectueusement les Dents de la Mer. Ce musée a été construit au moment où un film qui s'appelait Les Dents de la Mer passait, et les murs qui sont crénelés leur ont fait passer aux dents de requin, et ils l'ont baptisé ainsi. Le 30 novembre 2014, les Dents de la Mer deviennent un musée, le musée Léopold Sédar Senghor. Ce style architectural, cette peinture ocre, renseigne sur la dimension artistique de Senghor, mais également son attachement à l'Afrique subsaharienne. Voilà, cette architecture, elle est soudano-sahélienne. Comme vous voyez, elle vous rappelle Tombouctou et Djenné. Elle est ocre parce qu'à Tombouctou et Djenné, les bâtiments ont la couleur du sable. C'est simplement la couleur ocre du Sahel. Et le président a été inspiré par cette architecture soudano-sahélienne qui est magnifique. À l'intérieur, on découvre le poète à travers ses livres, l'homme de la nature à travers ses eaux qui s'échappent de ce mur. Le président a vécu dans cette maison lorsqu'il a quitté le pouvoir, puisqu'il avait décidé délibérément de quitter le pouvoir en 1980. Et depuis 1975, il avait construit sa maison, acheté son terrain, construit sa maison et choisi ses décorateurs et ses architectes. Ici, c'est une couleur vieux rose, on l'appelle le salon rose. C'était le salon où les invités du président attendaient pour être reçus dans son bureau. Nous avons choisi la couleur dominante pour nommer les salons. Ici, c'est le salon blanc, où les invités de Madame Senghor attendaient. Et ici, tout est parlant, voyez. Vous verrez des tableaux de peinture, des sculptures, des tapis. Ce tapis-là, il vient de Kérouan. Lorsque le président avait des invités, il les recevait ici. C'est ici qu'ils prenaient leur repas. Et ici, vous avez une tapisserie. Vous savez, la manufacture de tapisserie de Thiès. Et celle-là a été faite par, la maquette a été faite par Pape Ibra Tal. Vous voyez la signature en bas, Tal. Elle s'appelle Djoudou Bourafet parce que les tapisseries ont un nom aussi, hein, comme les tableaux. Djoudou Bourafet, vous savez, au Sénégal, comme le Djoudou, la bonne naissance est importante. Autant de couleurs, autant également de noms qui rejoignent l'idée de Senghor, c'est-à-dire s'enrichir de nos différences pour mieux converger vers l'excellence. Tout à fait, c'est bien dit. Être poreux à tous les souffles, donc au souffle de l'étranger, mais en même temps donner ce qu'on a. L'enracinement et l'ouverture toujours, bien s'imprégner de nos valeurs, bien s'imprégner de nos richesses pour pouvoir offrir au monde, au rendez-vous du donner et du recevoir. Une autre pièce de ce musée, le Salon Vert, un lieu plein de symboles, mais aussi d'émotions, avec cette photo de Philippe Maguilène Senghor, unique fils de l'union entre Senghor et Colette. La disparition de Philippe
a laissé un vide dans cette maison où il a grandi. Le président n'était pas du tout... Philippe est omniprésent parce que parmi les 3 fils du président, c'est lui qui a vécu dans la maison. Et après son décès accidentel, vous comprendrez bien sa présence en ces lieux, sa présence qu'on sent même, c'est assez émotionnel lorsque les personnes viennent visiter. Ce monsieur est venu avec sa famille visiter le musée, des moments pleins de souvenirs. Vous savez, ce sont des lieux vraiment chargés d'histoire. J'ai été jeune ici au Sénégal et je me souviens qu'on est passé souvent en voiture à côté de cette maison. Plusieurs années après, d'avoir l'occasion de pouvoir entrer dans les appartements privés du président, de voir un peu, à travers les pièces que l'on voit, on voit la personnalité de cet homme de très 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 grande envergure. C'est un homme d'une extrême simplicité, de voir la décoration modeste, la manière dont il a fait les choses, mais avec beaucoup de classe, mais également avec beaucoup d'humilité. C'est un bon exemple. Et moi, je suis très content d'être venu avec mes enfants, d'avoir vu ce que j'ai vu ici. Dans ce lieu emblématique, des enseignements y sont tirés. Les leçons, il y en a plusieurs, mais si je devrais en tirer une, c'est bien sûr de garder notre identité africaine, parce qu'on sent à travers cette visite que le président Léopold Sédar Senghor avait une belle identité africaine, et on le voit à travers plusieurs objets, mais de garder aussi une ouverture sur le monde, comme vous l'avez dit, qui est très visible à travers voilà, la modernité, même aujourd'hui, de voir la modernité de l'architecture et des différents lieux de vie. Le musée Léopold Sédar Senghor a été inauguré le 30 novembre 2014 lors du 15e sommet de la francophonie. Dans ce lieu, le premier président du Sénégal y a passé une bonne partie de sa vie. Aujourd'hui, sur la corniche ouest de Dakar, Senghor, l'Éternel, veille toujours sur sa demeure. Et voilà, c'est sur cet élément de Papa Cheikh Ndiaye Diouf que nous nous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Africa 7. Bonsoir à tous.